Allez, on est parti pour le premier point actu hardware de l'année 2022. Incroyable. Aujourd'hui, on est le 6 janvier, jeudi 6 janvier 2022. Au programme de ce premier point actu hardware de l'année, on va avoir beaucoup de news CES, hein, c'est l'actualité du moment, forcément. Mais on va pas commencer par ça, bien sûr. On va commencer d'abord par le petit jeu offert sur l'Epic Game Store, comme à chaque fois, hein, ça fait toujours plaisir. On enchaînera avec le top 10 des ventes Steam du 27 décembre au 2 janvier. Plutôt intéressant, en période de vacances, de fêtes, où les gens ont le temps de jouer au jeu. On va voir ce qui s'est le mieux vendu. On enchaînera avec un petit encore record Steam. Encore un nouveau record pour Steam, bien joué à eux. On parlera rapidement des SSD de demain. Et c'est vraiment de demain, c'est pas dans trop longtemps. Alors c'est très cher, mais ça existe et ça peut s'acheter. À un prix élevé, mais ça peut s'acheter. Petit passage chez AMD avant de parler de CES avec très intéressant un benchmark de 9 ans d'architecture d'AMD. Très intéressant. Ça donne, c'est très bien fait, ça donne vraiment une idée des progrès qui ont été faits architecture après architecture. Et en 9 ans, on verra que beaucoup de choses ont changé. Pas que chez AMD, heureusement, mais ils ont bien bossé. On fera le classique prix et stock des cartes graphiques. Non, en vrai, je suis médisant. C'est pas si mal en termes de disponibilité. Les prix, c'est toujours pas ça. En termes de disponibilité, c'est pas si mal. Et après, on attaquera le CES. Le CES, c'est un gros salon. Alors, bon, cette année, c'est un peu encore spécial parce que en physique, c'est toujours compliqué. Mais beaucoup d'annonces. On va pas parler de tout parce que je suis pas capable de parler de tout et ça prendrait beaucoup de temps. Donc j'ai choisi des trucs qui m'intéressent moi particulièrement. Il y a plein de trucs sur lesquels je fais l'impasse. Du genre les téléphones portables. Je parlerai pas du tout de téléphone portable. Je parlerai pas du tout de voitures autonomes. Tous les petits objets connectés en général, j'en parle pas non plus. Il y a des trucs intéressants et je dis pas, mais je peux pas tout suivre. C'est pas possible. Donc j'ai sélectionné des trucs. On va d'abord commencer par des petits trucs un peu sympas, un peu atypiques. Souris, casque, un mini PC Velos, et deux boîtiers assez innovants. Voilà, parce que des boîtiers c'est pareil, hein, il y en a à l'appel. J'ai choisi des trucs qui, moi, me tapaient un peu dans l'œil et que je trouvais un peu atypiques. Après, on parlera des gros morceaux, hein, les processeurs, bureau, portable, carte graphique, bureau portable. Et on finira avec des écrans ultra premium, les écrans un peu du futur. Pour l'instant, c'est très cher encore, mais c'est ce vers quoi on devrait se diriger au fil du temps. À base de d'OLED, grande diagonale, auto de rafraîchissement, tout ça, vous connaissez les bails. En tout cas, un programme, voilà, il n'est pas ultra chargé, mais quand même un peu dense. Et bah forcément, le CES, hein, on l'attendait, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup attendu, mais maintenant il est là et il ramène pas mal d'informations avec des joies, des déceptions, pardon, et, euh, et aussi encore et toujours, mais ça on a l'habitude, beaucoup de questions. Ça c'est la classique, hein. En général, après les annonces, rares sont les marques qui arrivent à faire des annonces où derrière on n'a pas de questions. Il y en a vraiment très peu. Allez, on va commencer avec le gratos. C'est bien le gratos. Moi, j'aime. Un petit jeu offert, comme régulièrement, l'Epic Game Store qui nous régale. Cette semaine, Gods Will Fall. Donc, je vous avoue, je connais pas. Je suis allé voir un peu, je suis allé le récupérer personnellement. Petit jeu d'action-aventure. Une DA qui a l'air plutôt sympa. On n'est pas sur un triple A en termes de graphisme, hein. On reste sur quelque chose d'un peu plus léger, mais du coup qui tournera aussi plus facilement à mon avis. Ça a l'air d'être un petit jeu sympa, je sais pas si je le ferai en live, mais je vous avoue que j'ai vu les trailers et tout, et un peu de gameplay, ça m'a donné bien envie. Comme d'habitude, pourquoi vous priver quand c'est gratuit? Il n'y a absolument aucune raison, profitez-en, vous avez une semaine pour récupérer ce jeu. On a quand même été pas mal gâtés, hein, par
l'Epic Game Store, j'arrive pas à parler aujourd'hui visiblement. L'Epic Game Store qui nous a quand même offert 3 jeux Tomb Raider pendant les fêtes. Ça régale, hein. Ils nous ont régalé de petits cadeaux tout au long des fêtes. Et ça fait plaisir. En plus, ça continue, on connaît un par semaine. C'est un peu leur modèle, hein, à Epic Games. Donc voilà, j'ai toujours du mal à comprendre comment ils font de l'argent, et au vu des résultats qu'on avait vus, ils font pas énormément d'argent grâce à leur store, mais ça nous offre des jeux, nous on est contents, on les prend, et on reviendra la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Mais régalez-vous, en vrai ça a l'air sympa. J'ai pas vu, la question que je me suis posée c'est est-ce qu'on peut jouer à plusieurs, et j'ai pas eu ma réponse. Voilà, si vous savez, informez-moi. On passe au top 10 des ventes Steam du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Comme à chaque fois, il faut faire attention avec le top 10 des ventes Steam parce que c'est pas en nombre de jeux vendus, c'est en recettes, donc qui a fait le plus d'argent. Et ça a une importance parce que certains jeux qui sont free-to-play par exemple peuvent apparaître alors qu'ils sont free-to-play. Par exemple. Cette semaine, on a donc en tête du classement Ready or Not. J'ai vu un petit peu, j'ai pas du tout joué, mais j'ai vu un petit peu de streamers y jouer, jeu d'intervention de SWAT. Ça a l'air assez immersif. Sinon on a It Takes Two, visiblement qui a bien marché pendant les fêtes. En même temps c'est un jeu plutôt sympa à jouer à deux, donc plutôt propice à ces temps de vacances. Et on finit avec Five Nights at Freddy's Security Breach, jeu d'horreur que j'ai pas du tout vu ni en gameplay ni en trailer. Pas trop mon truc les jeux d'horreur, mais visiblement ça a bien marché sur Steam. Sinon après pour finir ce top 10 on a le Valve Index, donc kit VR, et donc ça vous voyez ça fait partie des choses qui rentrent parce que doit y avoir des achats de jeux à l'intérieur j'imagine. Ensuite on a Project Zomboid que je ne connais pas du tout. Première fois que je vois ce jeu. Après on a des titres bien plus connus, Sea of Thieves, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5. Marrant qu'ils se vendent aussi bien Forza Horizon, sachant qu'il est aussi disponible sur le Game Pass. Cyberpunk 2077 et Rust. Cyberpunk qui était largement en promo un peu partout. Un peu bradé ce jeu, ce qui est dommage. Ils l'ont sorti trop tôt, trop buggé, ou les deux. On continue sur Steam avec un nouveau record et il s'arrête pas, hein. Franchement, ça va bien trop vite. On a passé la barre des 28 millions de joueurs simultanés sous Steam. Encore une fois, c'est pas en jeu, attention. Ça, c'est un peu le raccourci qu'avaient pris certains médias suite au dernier record battu de 27 millions en novembre 2021. Et là, on arrive à 28 millions de joueurs connectés simultanément à la plateforme. Ce qui ne veut pas dire en jeu, hein, il suffit de lancer la plateforme et après vous pouvez être AFK et vous comptez quand même comme joueur connecté à la plateforme. Bien sûr, ça reste quand même très impressionnant et on voit que ça grimpe petit à petit, hein. Enfin, ça ne cesse de grimper. On a un petit graphique assez impressionnant qui retrace des tout débuts de Steam. En vrai, ça a même commencé, là ils disent 2004. Je crois que ça a commencé un peu avant 2003, non? Enfin bref, il ne devait pas y avoir grand monde à cette époque-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que le jeu sur PC a encore des beaux jours à venir et la quantité de joueurs PC ne fait qu'augmenter. Donc bravo à vous. Bravo à vous les gamers, vous êtes les meilleurs. Je suis fier de vous. Moi aussi, je fais partie de cette courbe. Bon, je suis pas souvent connecté sur Steam, j'avoue. Je joue pas trop à des jeux Steam en ce moment, mais je fais partie de cette courbe. GG à nous. On va voir rapidement cette news m'a laissé un peu perplexe. Heureusement, on ne nous donne pas les sommes, mais on parle de matériel existant, et ça, c'est assez incroyable. Simplement le SSD du futur, hein. On est sur une plateforme toute récente du Intel Z690 qui nous permet du coup d'être compatible PCI Express génération 5. Et ça, on sait que ça va toujours plus vite. Et du coup, avec un petit SSD Samsung, voilà, du feu de Dieu,
on arrive à 13 Go de débit avec un seul SSD. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez atteindre les 28 Go avec une petite installation en RAID tranquillement. Voilà, qui a besoin de 28 Go de débit? Il y en a sûrement, pas grand monde, mais il y en a sûrement, et bah eux, ils peuvent. Après, croyez-moi, en termes de prix, ça doit être sacrément salé, parce que déjà on sait, hein, les cartes mères Z690, c'est pas donné. Euh, et ce genre de SSD, connaissant les tarifs sur les, SSD génération 4, qui sont déjà ultra performants en termes de débit, j'ai peur de savoir le prix d'un génération 5. En tout cas, ça arrive, c'est déjà compatible, on a déjà le matériel compatible. Maintenant, il faut acheter des SSD qui sont à des prix un peu élevés. Mais vous voyez, ils ont fait le test, hein. C'est la vérité. Ils ont fait ça. Et c'est possible. Encore faut-il avoir les moyens et le besoin aussi, hein, clairement. Parce que 28 Go, faut être quelqu'un qui utilise des fichiers lourds et qui a besoin de beaucoup de les transférer d'un logiciel à un autre, j'imagine. Peut-être des créateurs 3D, ce genre de truc. Peut-être que pour eux, ça peut être intéressant. Pour la plupart des gens, pas vraiment d'intérêt. Déjà, la plupart des gens n'ont même pas de SSD Gen 4. Donc, on verra pour le commun des mortels plus tard. Dernière petite news avant de regarder les stocks et ensuite de passer au CES. Très intéressant, 9 ans d'architecture AMD passé au crible. Et c'est fait d'une façon bien, d'une bonne façon. C'est fait intelligemment, on va dire. Parce que c'est assez compliqué de comparer des processeurs de générations différentes avec des architectures différentes, sachant qu'en général, ils n'ont pas les mêmes vitesses d'horloge, ils n'ont pas les mêmes nombres de cœurs forcément. Hein, beaucoup de choses changent. Donc là, le moyen le plus simple, c'est qu'ils ont tous mis avec les mêmes configurations, même nombre de cœurs, même vitesse d'horloge, et du coup, on compare des performances avec les mêmes bases, ce qui permet un comparatif bien plus, bien plus parlant en tout cas, pour voir les progrès d'une génération à l'autre. Et voilà, le graphique parle de lui-même, hein. Ici, on a les 5 processeurs qui sont réglés de la même façon sur 4 cœurs à une vitesse de 4,2 GHz. Donc on voit bien que... alors ça, c'est vraiment c'est des vieux processeurs qui datent de avant 2010. J'ai pas les dates exactes, mais avant 2010. Donc on commence à remonter. Ça a un peu du mal. Et on voit que sur les dernières générations, on est sur des valeurs qui sont largement supérieures. On voit que chaque génération a apporté un vrai gain plus ou moins significatif, hein, bien sûr, mais un vrai gain tout de même. Et après, on a comparé à d'autres processeurs qui là tournent dans leurs settings de base. Donc un Ryzen 5 dernière génération à 6 cœurs et un Ryzen 9 5950X qui lui a 16 cœurs. Et on voit encore une fois que voilà, mettre j'allais dire 1000 euros, mais il coûte moins de 1000 euros le Ryzen 9, mais il en est. Enfin, il coûte pas 1000 euros, mais il est pas si loin que ça, il doit être vers 800, 700, 800, un truc comme ça. Mettre aussi cher dans un processeur pour jouer au jeu, ça ne sert à rien, parce qu'avec un Ryzen 5 qui vaut, allez, on va dire 3 fois moins, et ben on a un retour de jeu qui est très proche. Alors c'est pas exactement le même, on a quand même un léger gain sur le Ryzen 9, j'ai envie de dire heureusement, mais ça ne justifie pas la différence de prix, en tout cas pour du gaming. Attention, faut savoir. En même temps, ces processeurs-là ne sont pas vraiment faits pour du gaming. 6 cœurs, 8 maximum pour du gaming, c'est très très bien. Allez pas au-delà. En général, c'est hors jeu particulièrement soit mal optimisé, soit particulièrement gourmand. C'est pas intéressant. Mais ce graphique est vraiment très pertinent. Il nous montre bien les progrès. Avec une bonne méthode scientifique utilisée, j'adore. Ça me fait plaisir.
On va se faire un petit passage l'arme de sang. Vous êtes prêts? Comme d'habitude, prix et stock des cartes graphiques. Comme d'habitude, on utilise Top Achat comme référence, mais il existe plein d'autres sites où vous pouvez acheter des cartes graphiques, hein. C'est pas le seul, c'est juste que c'est un site qui est spécialisé et ça donne une bonne image du marché actuel, de la disponibilité et des prix. Et pour une fois, et bah, en termes de disponibilité, on est quand même plutôt très bien. En termes de prix, toujours pas bien, mais il y a des modèles qui sont en stock et ça fait déjà plaisir. On commence 600 euros, les 6600, 650, 6600 XT. Très étonnant d'avoir si peu de différence de prix entre deux modèles. Ah non, si, pardon, en train de me perdre. Euh, Ici, on a une 6600 qui est moins chère qu'une 6600 XT. À voir. Euh, Truc bizarre, hein, parfois. Ensuite, on a les 3060 à partir de 720 euros. Au moins, il y en a, mais elles sont très très chères. Là-dessus, soyons d'accord. 720 euros pour une 3060, c'est très très cher. Pour 870, vous avez une 3060 Ti. Ou pour plus cher, vous avez aussi une 3060 Ti. Mais il y en a de disponibles. Attention, il y a des progrès. Pas sur les prix, sur la disponibilité, il y a quand même beaucoup de progrès. Même une 3070, plusieurs 3070 de disponibles à partir d'à peu près 1000 euros. Ainsi qu'une 6700 XT, même prix. Est-ce qu'on a des 3070 Ti aussi? Oui, oui monsieur. Bon, celle-là, elle est très chère. Elle est très très chère. 3070 Ti à partir de 1270 euros. Encore une fois, c'est très cher, mais c'est en stock. C'est déjà ça. Oh, mais tellement de références disponibles. 6800 XT à partir de 1530 euros. Encore une fois, très cher, mais disponible. Et après, 6900 XT. En général, c'est des modèles qui sont régulièrement disponibles vu que c'est des modèles très très chers. Et là, on a plein de modèles disponibles ainsi que des 3080 Ti à partir de 2000 euros. Tout de même, plus cher que les 3090 Founders Edition. Hein? Est-ce qu'on a des 3090 aussi? J'espère, non? Oui. 3 modèles de 3090 à partir de 2850 jusqu'à 3180 pour une 3090. Donc voilà, on a deux aspects. Côté disponibilité, on a fait un énorme pas en avant, ça on peut pas se le cacher. On remonte à quelques semaines, quelques mois où on divise le nombre de références disponibles par 4, 5, voire plus. Donc, et encore plus dans les 3060, 6600 et tout. Vraiment le début de gamme déjà sorti. Là où les 3090, 6900 XT c'est régulièrement plus disponible. Mais côté prix c'est toujours la même, hein. Espérons que les annonces du CES améliorent un peu les choses, mais côté prix, bon, sans parler des 3090 qui sont à des prix indécents. La première carte graphique gaming, elle est à partir de 600 euros. 600 euros pour un seul composant qui ne permet de rien faire tout seul. C'est très très cher. Ça reste très très cher, surtout pour des 6600 et des 3060 qui sont quand même à partir de plus de 700 euros. C'est quand même cher, c'est quand même très cher. Mais plus de références, donc normalement, si, si tout se passe normalement et, et qu'il n'y a pas de problème, si plus de disponibilité, des prix qui devraient petit à petit chuter, parce que normalement la hausse des prix était principalement due au manque de disponibilité. On va voir. On va voir si un jour on a un retour à peu près à la normale en termes de prix. C'est pas encore le cas, mais on a un plus grand nombre de références disponibles en stock. C'est déjà une première bonne nouvelle. On attend d'autres bonnes nouvelles et une, euh, une chute des prix légère dans un premier temps pour mettre la chose en route et ensuite légère et continue
et constante, ce serait bien. Je m'attends pas à un truc brutal, ça a peu de chances d'arriver, mais léger et constant sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça pourrait faire que le plus grand bien. Parce que moi, il faut que j'achète une carte graphique. Et je suis pas le seul, je crois. Donc voilà, il va falloir prendre un peu son mal en patience. Un petit peu encore. J'espère que ça reviendra cette année. On espère. Allez, on passe au CES. Le CES, je vous avais dit beaucoup de choses, hein. Il reste encore pas mal de trucs à parler. On va commencer avec des petits gâteaux. Des petits gâteaux et après on attaquera la masterpiece avec les gros trucs qu'on connaît, hein. Carte graphique, processeur, Intel, AMD, Nvidia. On vous attend. Et à la fin, les petits écrans. Mais d'abord, petite souris, petit casque, Alienware, qui nous a pas vraiment habitués à faire des, des souris et des casques, mais pourquoi pas. Euh, voilà, c'est un communiqué de presse, je vais pas vous le lire parce que c'est beaucoup de jolis mots pour lancer des fleurs à leurs produits, vu que c'est fait par eux. Euh, il a l'air plutôt sympa, il a l'air plutôt confort, plutôt léger. Après, à voir la robustesse du produit, mais, euh, mais pourquoi pas. Choix de la connectique de branchement, USB type C ou USB type A, plutôt cool. Probablement, comme en général le matériel Alienware, quelque chose de plutôt premium, pas très accessible, plutôt orienté haut de gamme à des prix. On n'a pas les prix malheureusement, mais moi je vois bien un casque qui sera pas en dessous des 150 euros, voire 200 euros. Je les imagine bien là, après je me trompe peut-être, mais c'est là que je vois les gammes Alienware. Après on connaît pas trop, donc on sait pas. Et la petite souris qui va bien. J'aime bien la souris, je trouve qu'elle est sobre, simple et discrète. On a quand même la petite tête d'alien, hein. Ça aurait été dommage de se priver du logo Alienware, qui est quand même plutôt sympa. Il reste intégré dans quelque chose de très sobre. Euh, Ça a l'air d'être ambidextre, mais pas les boutons. La forme, oui, mais pas les boutons. Et sinon, petit plus, tout ça est sans fil, bien sûr. Petit plus, sur la souris, vous avez l'intégration de la technologie NVIDIA Reflex qui vous permet d'analyser la latence complète de votre système, ce qui est très appréciable pour les gros tryharders, notamment sur les FPS, où la moindre milliseconde peut faire la différence. Mais j'ai trouvé ça sympa. Je trouvais que, autant j'ai trouvé ça très sobre et ça beaucoup moins. Et j'ai trouvé ça assez atypique de voir Alienware se débarquer un peu dans ces domaines qui sont pas trop les leurs à la base, mais pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. On continue avec un mini PC qui tient dans votre poche. Assez incroyable ce matériel. On est chez Zotac avec le Magnus EN173080C. Voilà, j'ai dit une fois, je dirais qu'une fois. Les Magnus de Zotac qu'on connaît bien, on les voit régulièrement passer et là ils ont décidé d'envoyer du lourd. Ça tient dans votre poche, mais ça fait aussi tourner votre jeu AAA dernière génération dans des conditions optimales avec du matériel costaud à l'intérieur, un i7 11800H. Malheureusement, on n'a pas la 12e génération, c'est le seul truc qu'on peut un peu lui reprocher, mais ça reste plutôt solide, hein, pour un processeur mobile. Qui dit processeur mobile dit du coup une chauffe contenue, ce qui est important dans un mini PC. Et on met avec ça une petite 3080 mobile, hein. Mobile encore une fois, comme ça chauffe pas trop, ça devient pas bouillant, ou ça se transforme pas en soufflerie dans ce petit boîtier. Bon, bien sûr, on a de la RAM, de la mémoire, tout ça, classique. Mais c'est vraiment tout petit. Vraiment tout petit, config plutôt robuste. Alors, on ne sera pas au niveau d'une tour PC avec les mêmes composants version de bureau, hein, comme d'hab. Mais on n'a pas la même place non plus. Là, c'est vraiment un petit boîtier tout petit, hein, c'est un mini PC. Et en plus, vous avez toutes les connectiques qui vont bien. Vraiment tout ce que vous pouvez avoir besoin,
les USB, DisplayPort, l'HDMI. Vous avez Internet Wi-Fi et filaire, bien sûr. Enfin, voilà quoi. Pas de son? Ah si, non, pas de jack à l'arrière, pardon. Donc vous voyez à l'arrière tout ce que vraiment, vraiment très riche en termes de connectique. Une config plutôt robuste. Comme à chaque fois, vous pouvez choisir entre la version tout équipée et la version nue. Donc si vous prenez la version nue, vous avez pas de RAM, pas de support de stockage et pas d'OS. Si vous prenez la version complète, vous avez tout ça, bien sûr. Le prix n'est pas le même, évidemment. Et c'est toujours très sympa. Et souvent, je me demande un peu sur la chauffe et tout. Je me dis que c'est compliqué de mettre des gros composants dans des tout petits boîtiers et tout. Là, le fait que ce soit des composants mobiles, et bah, ça permet d'avoir, de vraiment avoir ça dans un tout petit boîtier en ayant une chauffe, une température largement contenue et que ça soit pas ni problématique en termes de chaleur du boîtier, ni en termes de bruit du ventilateur. Donc c'est vraiment des bonnes idées. Très souvent, le petit problème de ces choses-là, c'est ça peut être le prix. Hein, parfois ça coûte cher. En même temps, on a du vrai matos à l'intérieur, donc c'est assez logique. Mais vous voyez, au niveau des dimensions, on est quand même sur des trucs pas bien grands. Donc faut quand même avoir des grandes poches, j'avoue. Mais c'est bon, on a des grandes poches maintenant. Petite poche ventrale de Sweet et hop. On continue avec des boîtiers, deux boîtiers innovants avant de passer aux grosses affaires. D'abord, c'est Cyber Power PC avec leur boîtier kinétique. Regardez comment c'est stylé. Alors vous avez voilà, ces façades un peu en triangle, toutes sympas. Et en fait, l'intelligence de ce boîtier, c'est que tout ça s'ouvre automatiquement. Attendez, je vais vous montrer parce que ça demande du visuel, ça. Ça demande du visuel. Euh, Où est-ce qu'on les voit bouger? Là. Regardez, ça s'ouvre. Voilà. Et ça se fait tout seul, en fait, ça s'autorégule tout seul, suivant la température à l'intérieur du boîtier. Donc je trouve ça super intelligent. Ça va poser des problèmes, forcément. Mais, mais je trouve ça très très stylé. Et c'est pas très compliqué comme principe. Faut quand même le mettre en place. Mais l'intérêt est très important parce que voilà, si on aujourd'hui dans les PC de bureau, le problème c'est la température, le refroidissement, tout ça, c'est ce qui pose le plus de problèmes. On arrive à faire du matériel très performant et tout, le problème c'est que ça chauffe et faut bien dissiper toute cette chaleur. Et je trouve que c'est plutôt innovant comme idée pour résoudre les problèmes plutôt que d'avoir tout d'ouvert ou tout de grillagé. Tout là, il y a un vrai compromis technique et esthétique que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça rend plutôt bien après avoir une utilisation réelle. Mais je trouve que, en tout cas, de ce qu'on nous montre, je trouve ça très joli et intéressant d'un point de vue technique. Peut-être un jour dans nos foyers. On n'a pas de prix, malheureusement. J'aurais aimé avoir un prix, parce que ça doit coûter une blinde par contre. Parce que du coup, toute la façade avant est motorisée. Donc, quand même, quand même un vrai travail. Deuxième boîtier, lui aussi innovant, alors un peu moins tech, mais innovant quand même. On prend un boîtier, un seul, un petit boîtier, et on le rend modulaire. Voilà, incroyable. C'est le même boîtier. C'est le même boîtier, il peut s'étendre suivant votre config, suivant vos besoins. Si vous voulez mettre un water cooling, si vous voulez rajouter des ventilateurs, vous pouvez le rendre plus spacieux ou pas, suivant ce que vous avez besoin. Euh, je trouve ça élégant et pertinent. Et en plus, je le trouve plutôt mignon, sobre, mais en même temps avec sa petite touche un peu à lui. Ce petit effet miroir
infini que j'apprécie beaucoup. Donc vraiment sympa. J'aime beaucoup l'idée. Comme d'hab, on a la place de mettre une vraie carte graphique à l'intérieur. Ça régale les gamers. Toujours, hein. Toujours penser aux gamers, c'est important. Mais voilà, et là on a un tarif plutôt élevé, mais qui reste correct parce que ce genre de boîtier, quand on attaque les segments haut de gamme de ce genre de boîtier, on monte jusqu'à des prix voilà, que tout le monde n'est pas prêt à mettre dans un boîtier, on va le dire comme ça. Et, et là, bah, il y a un aspect atypique, il y a un aspect modulaire, donc 170 € si ce sont des matériaux nobles et les finitions sont bonnes. Connaissant Fantex, ça devrait être le cas. Donc ça paraît réglo. Alors on n'est pas dans l'access, hein, mais ça paraît réglo. Et je trouve qu'il a une bonne bouille. Et moi j'adore le modulaire. Je trouve ça, je trouve que c'est l'avenir. Voilà. Parce que ça permet avec un seul objet de faire plusieurs trucs, tout en restant beau, efficace. Et ça, je trouve que c'est bien. On devrait y penser plus souvent. Allez, on attaque les gros morceaux. On commence par les processeurs de bureau et on commence par Intel. Alors, autant vous dire que mardi a été une journée pleine de conférences, des conférences plus ou moins intéressantes, plus ou moins décevantes et plus ou moins longues. J'ai regardé bien sûr Intel, AMD et Nvidia. J'ai pas regardé tout le reste parce que je suis pas un robot. Mais j'ai regardé le plus important et je me suis tenu au courant. Sachez tout de même que ça soit du côté d'Intel ou de Nvidia, ils ont décidé de finir leur conférence sur les voitures autonomes, ce qui est intéressant en soi, mais moi ne m'intéressait pas. Donc il y avait quand même, allez, peut-être pas un tiers, mais quasiment un quart de la conférence qui était dédiée aux voitures autonomes. Voilà, donc je ne parlerai pas. Mais sinon, du côté d'Intel, on a eu des processeurs de bureau, oui. 22 nouveaux processeurs, ils ont zéro déconné, hein. Intel, ils sont arrivés avec un sac, le sac du Père Noël rempli de processeurs de références différentes, et ils ont dit on en a pour tout le monde. Donc, en parlant des processeurs de bureau, on a quoi de nouveau? On avait eu les versions K qui ont les coefficients débloqués qui sont les plus performants, mais aussi ceux qui coûtent le plus cher et qui consomment le plus. Donc il en faut pour les autres, bien sûr. Tout le monde ne veut pas le super processeur ultra performant et tout le monde n'est pas prêt à mettre trop cher dans son processeur. On a du coup les version T ici du Celeron jusqu'au i9. Voilà. Versions qui sont du coup à basse consommation d'énergie parce qu'on a, voilà, on a 35 watts de consommation. Donc processeur moins performant que les versions K, clairement, mais aussi beaucoup moins gourmande en énergie, mais vraiment beaucoup moins gourmande. Des processeurs qui iront dans tout ce qui est mini PC, trucs avec des solutions de refroidissement très basiques. Et pour autant, on a quand même des performances qui sont loin d'être dégueu, hein. On a un i9 qui sera plutôt costaud. Et on a des i5 et i3 très corrects. Encore une fois, si votre but c'est d'aller chercher la performance, c'est pas trop ça qu'il vous faut. C'est plus, on se fait un petit PC, on n'a pas besoin de grand chose. On veut un petit boîtier, on veut pas mettre beaucoup de ventilateurs, on veut pas que ça fasse beaucoup de bruit. Utilisation assez basique. Toujours quelques questions sur les gens qui prennent ces modèles-là pour aller chercher des i7 et des i9, qui sont quand même des processeurs plus axés performance. Mais on peut avoir des contraintes qui font qu'on a besoin de processeurs qui sont pas trop énergivores, qui chauffent pas trop, tout ça. Ça peut se comprendre aussi. Et aussi, ça coûte moins cher que l'équivalent en K, bien sûr, évidemment, parce qu'ils sont moins performants. Voilà. Bien sûr, on n'a pas que ça. On a aussi les versions standards, parce qu'on a sorti les K, on sort l'été pour les basses consommations, mais on veut les versions standards. La différence avec les K, ils n'ont pas les coefficients débloqués, c'est à peu près la seule différence.
Ils consomment un peu moins aussi. euh, surtout i9, i7, i5 pas trop, i5, i3 pas trop. Encore une fois, on a les Celeron et les Pentium que j'aborderai pas trop euh, parce que parce que pour moi, c'est pas des trucs qui bénéficient totalement des progrès de cette nouvelle génération. On a par exemple un Pentium qui n'a pas de cœur efficience. Bah d'ailleurs, tous les... Ah, ils sont là. Voilà, ceux-là, c'est des processeurs que je peux difficilement recommander parce qu'ils ne profitent pas de l'architecture hybride cœur performance, cœur efficience. Et bah, à part la DDR5, un petit peu de performance en plus par rapport à la génération d'avant, c'est quand même, voilà, on n'y gagne pas trop. Autant ceux qui bénéficient de l'architecture hybride, c'est cool. Autant ceux qui n'en bénéficient pas, c'est moins bien. Donc j'avoue que ceux-là, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Mais il faudra attendre les tests pour avoir une vraie idée. Encore une fois, ça coûtera bien moins cher que les versions K. Coûtera plus cher que les versions T, par contre. Mais bien moins cher que les versions K. Donc voilà, au niveau des nouveaux processeurs de bureau, on les attendait pas plus que ça, parce qu'on savait, on connaît la nomenclature Intel, donc on savait ce qui allait sortir, et on savait que ça allait être, dans tous les cas, des versions bridées, des versions qu'on a déjà vues, donc moins impressionnant en termes de performance. L'intérêt, c'est les contraintes d'intégration et les prix. Voilà. Mais ça reste pertinent, et vous voyez, dans les PC tout monté, la plupart du temps, et ben, vous n'avez pas des versions K. Vous avez des versions soit classiques, soit T, si c'est dans des mini PC. Deuxième point intéressant qu'on attendait beaucoup, et pour le coup beaucoup plus que les nouveaux processeurs de bureau, c'est les nouvelles plateformes. On a déjà la Z690 qui coûte très cher et qui est la plateforme la plus complète, mais on attendait la suite. On a H670, B660 et H610, et vous avez ici les différences techniques entre ces différents chipsets, ces différentes plateformes. On voit que la Z690 est la seule qui permet d'avoir les versions K et les coefficients débloqués. Voilà. Côté overclocking de la mémoire, on a tout qui est compatible sauf la plus bas de gamme qui est la H610. C'est du classique. Pareil au niveau des supports, des quantités de canal mémoire. Après, on a aussi les. Alors, que je dise pas de bêtises, les DMI, c'est les, euh, les lignes directes du processeur, si je me trompe pas. Donc, celles qui sont intégrées au processeur. Et ça, c'est les lignes additionnelles. Donc, vous voyez, plus vous allez vers le haut de gamme, plus vous avez de lignes disponibles. Ça vous permet de rajouter carte graphique et haute module additionnel qui se connecte en PCI Express. Donc voilà. Et après, on a les ports USB, différents formats, différents débits. Donc voilà ce qui change. En général, euh, il est important, si vous avez un budget limité, il est important d'adapter sa carte mère, enfin de choisir le bon chipset suivant votre utilisation. Si vous n'avez pas trop de problèmes de budget et que vous n'êtes pas sûr, le mieux c'est de prendre du Z690 qui vous permet tout. C'est l'avantage du Z690, vous n'avez pas de restrictions, hein, clairement, vous avez accès à tout. Si votre budget est un peu plus limité, vous pouvez faire l'impasse sur certains trucs. Si vous n'avez pas de processeur K, par exemple, peut-être que passer au H670 qui sera moins cher et qui vous fera pas perdre grand chose vu que vous n'avez pas de processeur avec des coefficients débloqués, ça peut être intéressant. À vous de voir, vous perdez quelques ports forcément, mais à vous de voir. En tout cas, c'est intéressant parce que ça va enfin permettre d'avoir des cartes mères moins chères compatibles 12e génération Intel. Parce que les Z690, elles sont quand même à des prix plutôt très élevés. Donc c'est cool. Et, euh, et on verra. On verra les prix. En fait, maintenant, ce qu'on attend, c'est les cartes qui sortent et les disponibilités et les prix en boutique
pour voir si ça permet de faire une config Intel 12e génération pour un prix un peu moins élevé, parce que on avait fait ça à la fin d'année dernière. J'avais fait une petite config sans carte graphique avec un processeur Intel 12e génération de la DDR5. Bah c'était plutôt salé. Dernier petit truc, les refroidisseurs. C'est marrant, Intel qui a refait du coup ses ventirades d'origine, ceux qui sont donnés dans les versions boîte. Du coup ici c'est pour les versions 65 watts visiblement, donc pas les versions K, uniquement les versions standard. Et on a suivant votre modèle 3 différents ventirades qui sont plus ou moins performants. On voit qu'ils ont mis un ventirad juste pour le i9, étonnant, pas vraiment. On a vu que le i9 était quand même une vraie arme de destruction massive, mais aussi une arme de destruction d'alimentation et un radiateur sur pattes. Donc pas vraiment étonnant et plutôt, mais c'est plutôt sympa. Je trouve plutôt mignon leur petit ventirad stock. Bien plus joli que celui que je vous avais montré la dernière fois, qui est l'ancien, qui est pas très beau. Alors qu'AMD, eux, ont changé et ont sorti un truc un peu plus sympa. Donc, pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est cool qu'ils renouvellent un peu tout ça et qu'ils mettent un nouveau design. Toujours chez Intel, toujours processeur de bureau, et c'était un peu leur dernier petit lancé sur les processeurs de bureau. Petit i9 12900 KS, donc version boostée du 12900K. Voilà. Plus performant. Il va à 5,5 GHz sur un cœur et à 5,2 sur tous les cœurs. Voilà, rien que ça. Donc il rigole zéro. Il devra aussi être probablement bien plus cher. On n'a pas les prix, hein, mais il sera plus cher que le 12900K qui est pas vraiment abordable non plus. Il devrait aussi consommer et chauffer plus. Donc voilà, intégrer dans quelque chose qui est conçu pour. Si vous allez, j'imagine que y a moyen d'atteindre des vitesses d'horloge très élevées avec de l'overclocking et de l'azote liquide. Et je suis sûr qu'on verra ça arriver dans les prochaines semaines. Mais un gros potentiel hein, pour aller battre des records, j'imagine. Déjà qu'on avait vu que le i9 12900K avait battu tout un tas de records, il y a moyen. Version extrême, hein, version ultra boostée, il coûtera très cher, sera probablement assez peu vendu et probablement pas produit en masse, hein, clairement, mais intéressant pour certaines personnes en recherche perpétuelle de performances supplémentaires. On passe côté AMD qui a pas fait petite déception. J'avoue que j'ai eu deux déceptions sur ces conférences, deux déceptions principales. Ici une des premières, AMD et les processeurs de bureau, voilà, c'était pas, ça envoyait pas du rêve, ça intéressait pas énormément de monde et c'était un peu une communication en mode pour l'instant on n'est pas prêt et ça va arriver, quand ça va arriver ce sera bien, mais pour l'instant on n'est pas prêt à vraiment rivaliser. Petit Ryzen 7 5800X 3D parce qu'il a de la mémoire cache supplémentaire qui est montée en 3D sur les mémoires cache d'avant. Voilà, petite technologie d'AMD hein, qui mettent en avant, qui devrait être répandue dans la future nouvelle génération de processeurs qui devrait arriver d'ici à la fin d'année normalement, avec nouvelle plateforme et tout. Là, voilà, il est boosté, il a plus de mémoire cache, un seul modèle. C'était un peu étrange. C'était un peu étrange comme histoire. Pas de prix, pas de date. Et c'était un peu un amuse-bouche pour attendre que le repas soit fini d'être préparé. Hein. Clairement,
Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient été un peu dépassés par cette 12e génération d'Intel et ils se sont aussi rendus compte qu'ils n'étaient pas en possibilité de répondre lors de ce CES et qu'ils ont un peu sorti un mélange entre la génération actuelle et quelques améliorations de la future génération qui pourraient s'intégrer rapidement et sans trop compliquer les choses. Et ils nous ont montré ça, mais un peu déçus. On ne sait pas trop ce que ça vaut en termes de performance, on ne sait pas trop ce qu'on va y gagner concrètement, mais on voit que AMD a un peu peur pour la partie processeur de bureau de Intel. Ils sont pas trop sereins avec cette 12e génération qui envoie du lourd. Alors oui, on a des benchmarks qui disent que 15% plus efficace en 1080p, sachant que est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont un Ryzen 9 5900X et qui jouent en 1080p? Je ne sais pas, mais dans ces cas-là, il y aura peut-être des questions à se poser. Non, je suis pas trop. Je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe sur ce processeur. Et honnêtement, ça a vraiment donné l'impression qu'ils n'avaient pas les armes pour répondre sur la partie processeur de bureau côté AMD. Donc un peu déçu. On verra ce qui arrivera. On verra d'ici la fin d'année ce que vaut la prochaine génération de processeurs AMD. Et on en attend pas mal, hein. Vous allez voir, on a des promesses. Future génération qui sera du coup sur un nouveau socket AM5. Changement d'architecture, on passe en Zen 4. Changement de finesse de gravure, on passe en 5 nanomètres. On aura du coup accès au PCI 5.0, DDR5 bien sûr en même temps. Ça aurait été malvenu de ne pas être compatible avec ce genre de truc. Et à peu près rien d'autre, par des petits visuels bien jolis, mais qui nous donnent pas beaucoup d'informations sur ce que vaudra réellement cette future génération. Voilà, on a un planning qui est pas sûr d'être respecté. Euh, donc voilà, vraiment la déception. Première déception, on aura une deuxième, pas sur les processeurs, mais première grosse déception de ce CES, AMD, pas vraiment les armes pour répondre à Intel sur la partie des processeurs de bureau. Dommage. Dommage, il aurait fallu. Pour AMD. Pour Intel, ça aimait bien. Mais par contre, là où ils ont été costauds, AMD, c'est sur la partie portable, que ce soit processeur ou carte graphique. Parce que là ils ont frappé plutôt fort. Alors, ils n'ont pas fait une génération, ils n'ont pas fait une vraie nouvelle génération, mais ils ont peaufiné leur Zen 3, qu'ils ont appelé Zen 3 Plus, et ils ont sorti du coup les Ryzen 6000 pour les PC portables. Ryzen 6000 qui seront en plus associés à une partie graphique en RDNA 2, même type d'architecture que sur les consoles dernière génération, donc vous connaissez et vous savez que c'est solide. Donc potentiellement, il y a quand même du costaud. Plus de ça, petit perfectionnement, on passe sur du 6 nanomètres en finesse de gravure. Voilà, pourquoi pas, ça peut faire gagner. Tout pour les plateformes mobiles, on sait, ça peut faire gagner en consommation et c'est très important quand on tourne sur batterie. Et oui, clairement, rien à voir avec PC fixe qui ont une alimentation infinie, hein, clairement. La batterie, c'est une autre histoire. Donc voilà, du plus. On incorpore aussi la DDR5, c'était important si on veut rester dans la course contre Intel sur les plateformes mobiles. Par contre, pas de PCI Express 5.0 encore, il faudra attendre Zen 4 pour ça, donc pas tout de suite. Partie graphique, du coup on l'a dit, RDNA 2, RDNA 2, comme sur les consoles dernière génération, donc potentiellement plutôt du lourd. Voilà, on montre par exemple ça. Voilà. On compare au Ryzen 7 5800U. Donc voilà, plus 69% de performance en encodage vidéo, plus 125% de performance en rendu 3D. Donc visiblement oui. Visiblement oui, on signe. Et clairement, il y a du potentiel. Clairement, il y a du potentiel. On sait que cette architecture de, de calcul graphique a du potentiel. On sait que ça tourne bien sur les consoles. Donc oui, on valide. Visiblement, ils vont aussi gagner en plus sur
la consommation d'énergie, ce qui régale. Mais pas que ça. Pas que ça. On a aussi des vraies cartes graphiques dédiées. euh, les nouvelles Radeon 6000S et 6000M. Et c'est là où on perd un peu tout le monde. Là, ça fait un peu beaucoup, mais on va essayer de voir tout ça. On n'a pas eu beaucoup d'informations. On a eu ça du coup. Ce qui est, voilà. Euh, ce qui est très peu d'informations à part le nom des références et une, une, euh, une donnée, une donnée par référence. Voilà. Ce qui est un peu pauvre. Heureusement, on a les petits leaks qui nous en donnent un peu plus. Et on voit du coup des cartes qui ont du potentiel aussi. Encore une fois, il faudra voir ce que ça donne en jeu, hein, bien sûr. Mais avec un modèle le plus puissant qui est la RX 6850M XT qui pourrait aller chercher jusqu'à 165 watts. Sur une plateforme mobile, c'est énorme. Donc potentiellement des performances au rendez-vous. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça vaut, s'ils sont capables de rivaliser avec le haut de gamme de Nvidia. Très curieux, très très curieux. Ça leur permettrait quand même d'être très solides sur des configs plutôt orientés premium, avec processeur AMD, carte graphique AMD, tout AMD, euh, vraiment gros potentiel. Donc voilà, hein, des cartes qui devraient aller bagarrer sur, sur le marché des PC portables, cartes graphiques, processeurs. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, ça reste ces processeurs équipés avec des parties graphiques en RDNA 2. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne avec une liste assez exhaustive de titres de jeux. Parce que moi, c'est ça que je veux voir, hein. C'est qu'est-ce que ça donne en jeu. Est-ce que ça permet vraiment de se passer d'une carte graphique dédiée et d'avoir quand même un jeu dans des bonnes conditions? Peut-être que oui. Honnêtement, peut-être que oui. Peut-être pas sur tous les jeux, mais ça peut être très intéressant et ça peut permettre d'avoir des PC portables accessibles en termes de prix, pas trop onéreux, et avec des performances quand même plutôt sympas pour du gaming, sans aller chercher des définitions trop hautes ou tous les réglages graphiques à fond, mais un un vrai intérêt pour ces processeurs mobiles avec une partie graphique intégrée qui a l'air quand même plutôt costaud. Bien sûr, quand on parle de processeurs mobiles, une fois qu'on a parlé d'AMD, on est obligé de parler d'Intel, hein. Toujours. Intel qui a fait comme, voilà, comme d'hab, hein, on arrive avec le gros sac, on a plein de choses pour vous et pour tout le monde. Et comme d'hab, c'est vrai, hein, ils en ont beaucoup et pour tout le monde, avec trois gammes différentes, les H, les P et les U. Les H qui sont les hautes performances, voilà. Les P qui sont dans les plus classiques, en vrai c'est classique, et les U qui sont pour les ultra portables, U ultra portable, petit moyen mémotechnique. Donc voilà, on voit la différence, c'est la consommation, la chauffe, tout ça. Dans un ultra portable, on ne peut pas se permettre de consommer autant que sur un gros PC gaming qui pèse trois fois le poids de l'ultra portable. Voilà, les batteries sont pas dimensionnées de la même façon, le refroidissement non plus. Donc c'est important d'en avoir pour tous les matériels, tous les PC. Et c'est ce que fait à chaque fois Intel, hein. Là-dessus, on a l'habitude. Des processeurs H qui sont vraiment haute performance. On voit le plus haute performance, le 12900 HK, qui est un monstre, hein. En vrai, vrai monstre. Euh, c'est assez impressionnant. Je- Honnêtement, là, on est sur une vraie grosse machine de guerre, hein. Là-dessus, alors à mon avis, il faudra être sur secteur pour en profiter pleinement, je pense. Mais si vous lui demandez les performances et que vous êtes sur secteur, il y a moyen que ça envoie vraiment du lourd. Et on voit que, important, ils ont tous
des cœurs performance, des cœurs efficience. Franchement, pour moi, je vois pas l'intérêt de faire des processeurs de 12e génération qui bénéficient pas de ces deux types de cœurs. Je trouve que c'est vraiment dommage. Alors après, c'est peut-être des règles économiques sur les modèles vraiment les plus accessibles, et bah ça coûte trop cher, peut-être, je ne sais pas. Mais je trouve ça très bizarre. Bon, les H, ils en verront du lourd, hein, parce que bah, c'est les meilleurs. Voilà, hein, ils régalent, ils ont tout. La DDR5 très rapide, tout ça. C'est si vous voulez de la performance, dernière génération sur des PC portables, vous orientez vers un processeur 12e génération H, du i5 jusqu'au i9, suivant vos besoins, et vous serez régalé. Il n'y a aucun problème. Si vous préférez balader votre PC, on a les versions U pour ultra portable. Encore une fois, plusieurs versions. Alors on n'a pas de i9 parce que l'ultra portable il n'est pas là pour être la machine de guerre en termes de performance, il est là pour être léger, avoir une bonne autonomie et être baladé, transporté partout. Donc pas de i9, par contre on a i7, i5, i3, Pentium et Celeron. Et on voit que sur chaque modèle, encore une fois, on a à chaque fois au minimum un cœur performance pour 4 cœurs efficience sur le Pentium et le Celeron. Et après sur les autres 2, voilà. Ce qui est pour moi le minimum. Je vois pas l'intérêt de faire sans ça. Et bien sûr, on a les P qui sont classiques. P pour portable, on va dire. Et qui sont tout ce qu'il y a de plus standard. Encore pas de i9 ce coup-ci. Et pas non plus d'en dessous i3. Donc pas de Celeron, pas de Pentium. Pas toutes ces choses. Mais des petits processeurs bien sympathiques qui vont permettre, vous imaginez bien, après tous ces nouveaux processeurs, de renouveler pour chaque marque tous leurs modèles de PC portable et les équiper avec le matériel de dernière génération, processeur, carte graphique, mémoire, tout ça. Donc là, vous imaginez bien que suite à ces annonces, que ce soit Intel, AMD et même Nvidia, qu'on va voir un peu après, qui a aussi annoncé des cartes graphiques mobiles, il y a eu des centaines, peut-être même des milliers de nouveaux modèles ou de modèles remis au goût du jour, de PC portables, sous toute forme. Donc voilà, beaucoup d'annonces pour les PC portables, hein. Ça a été quand même plus important au niveau des PC portables qu'au niveau des PC de bureau, clairement. C'est souvent le cas au CES, mais cette année, c'était encore le cas. Vraiment. Bon, au niveau du matériel mobile, on finit avec Nvidia, toujours là, toujours présent. Non, en plus, c'est pas vrai qu'on finit pas avec Nvidia, parce qu'on a Intel après. On a Intel sur les cartes graphiques. Ce sera ma deuxième déception. Nvidia, on parlait d'une nouvelle 3070 Ti et 3080 Ti, ou TI, ou appelez-les comme vous voulez. Moi, je continuerai de les appeler Ti. Et en fait, c'était pour les PC portables. On s'attendait à ce que ce soit pour les PC de bureau, mais que nenni. Ce sont des nouvelles cartes pour les PC portables. Voilà, comme s'il y avait besoin de quelque chose de plus puissant que la 3080 sur PC portable. Visiblement, oui. Ils sortent une petite 3080 Ti, pareil pour la 3070. Voilà, une petite 3070 Ti, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on en veut? Pas grand-chose. Même consommation que leur petite sœur. 3070 Ti, pareil que la 3070 et 3080 Ti, pareil que la 3080. Des performances un peu boostées, un peu plus de cœur. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin? Je sais pas. Après, il n'y a pas de 3090 dans les versions mobiles, donc voilà. Non, en vrai, ça casse pas trois pattes à un canard. Je sais pas trop pourquoi ça a été lancé après. Et c'est un peu étonnant. Mais à la limite, hein, elles existent pour les PC de bureau, donc moi je suis d'avis à ce que les PC portables y aient droit aussi. Après, il sera mis un peu plus de temps.
Autres petits ajouts avec l'annonce de ces nouvelles cartes graphiques mobiles du côté de Nvidia, petite évolution du Max-Q, Max-Q qui est de plus en plus compliqué à, à comprendre, mais en gros qui désigne certaines cartes avec... comment dire? En vrai, certaines cartes qui ont été adaptées au mieux à leur matériel, à leur boîtier, et à leur système de refroidissement et tout ça. En gros, c'est ça, elles sont dimensionnées et elles sont bridées pile poil pour que ça soit optimal. En gros, pour faire simple. En plus de ça, on a des petits outils, voilà, petit Dynamic Boost qui permet de gagner un peu en performance. On n'est pas contre. Petit optimiseur de consommation sur batterie, où il va utiliser qu'une partie des cœurs graphiques pour ne pas aller détruire la batterie en moins de 30 minutes. Ça aussi on prend, pourquoi pas, il y a de l'intérêt, même si, comme d'hab, si vous voulez profiter des pleines performances de votre PC portable, mettez-le sur secteur et vous aurez moins de problèmes. Et aussi, qui dit batterie boost qui passe en version 2.0, encore une fois, meilleure autonomie, c'est le problème du siècle, hein, l'autonomie, de toute façon. Euh, on a, euh, on a de plus en plus de plateformes mobiles, on leur en demande de plus en plus, mais les batteries n'évoluent pas vraiment et on arrive à parfois des problèmes, hein. Regardez les smartphones, c'est quand même compliqué, soit on met des énormes batteries, euh, on est rendu à faire des charges ultra rapides qui détruisent des batteries, mais au moins ça charge vite, enfin voilà quoi. Batterie c'est toujours un problème. Donc si on peut optimiser un peu la consommation, augmenter l'autonomie, on prend toujours. Mais non, pas grande annonce au niveau du mobile chez Nvidia. Pas grande annonce chez Nvidia tout court en vrai, vous verrez. Mais ça fait pas partie de mes déceptions parce que je savais, mais pas grande annonce chez Nvidia. À part peut-être sur les voitures autonomes que j'ai pas trop regardé. On continue avec la deuxième déception, Intel Arc, les cartes graphiques d'Intel et voilà, moi je les attendais, je leur lançais un peu des fleurs de temps en temps, j'en attendais beaucoup de ces cartes Intel et bah, visiblement il faut encore attendre parce qu'elles sont prêtes d'après Intel, mais elles sont prêtes pas pour nous quoi, elles sont prêtes pour être intégrées à des PC portables ou à des PC de bureau qui sont déjà tout faits, tout fabriqués et nous les particuliers on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, c'est triste. Pourtant les promesses sont infinies, les promesses sont infinies en termes de prix. On s'attend à avoir des cartes avec certains modèles avec des prix très accessibles. On s'attend à avoir des cartes avec certains modèles qui rivalisent pas avec le plus haut de gamme, mais avec le milieu haut de gamme de la concurrence. On nous annonce même du ray tracing, du super échantillonnage par IA, donc un équivalent du DLSS de Nvidia, mais sauce Intel. On nous annonce plein de trucs. Ils ont appelé ça le XESS pour XE Super Sampling. Voilà. Leur DLSS à eux. Mais, euh, mais on attend quoi. Alors pas de produit déjà. Et pas de. Moi j'attends surtout que je puisse voir sur Top Achat dans la page des cartes graphiques les cartes graphiques Intel. Là. Je vois prix, disponibilité, performance. Et j'espère que ce sera le cas. J'espère que ce ne sera pas uniquement des composants qui seront pour les fabricants et que le grand public pourra mettre la main dessus parce que c'est tout ce que j'attendais. Moi, j'en ai pas grand chose à faire Entendez-moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça, que ce soit des cartes qui soient uniquement disponibles pour les fabricants. Parce que moi, je veux en profiter moi. Si c'est intéressant, je veux pouvoir en profiter moi. Pas les fabricants. Vu que j'achète pas de PC tout fait. Donc voilà, ça c'est ma vraie grosse déception. Surtout qu'ils nous les teasent depuis bien trop longtemps et qu'il n'y a toujours rien. Donc c'est quand vous voulez, hein, c'est quand vous voulez Intel. Moi j'attends. J'attends, je veux acheter une carte graphique, mais si vous attendez trop, il y aura juste zéro chance que la carte que j'achète soit une carte graphique Intel, hein. Et du coup, si je mets pas la main sur une carte graphique Intel, ce sera comme chez AMD.
comme chez AMD, je pourrais dire, voilà, je vous montre des benchmarks, mais je peux rien en dire réellement parce que j'ai jamais eu ce matériel entre les mains et je préfère pas trop parler de ce que je ne connais pas. Donc je pourrais vous montrer des résultats tests, mais je pourrais pas vous donner mon ressenti personnel là-dessus, vu que je n'aurais pas pu mettre la main dessus. Comme pour les cartes graphiques AMD, j'ai jamais eu de carte graphique AMD, donc je peux pas vous donner de ressenti personnel, vu que je n'en ai jamais utilisé, alors que j'ai utilisé des processeurs AMD et Intel, et, et du coup là je peux vous donner un ressenti personnel. Mais non, vraie déception, et on attend. On attend d'avoir plus de nouvelles, d'avoir d'abord les premiers tests des PC qui sortent d'usine avec ces choses-là, ces cartes-là, que ce soit PC portable ou fixe. Et ensuite voir si ça débarque un jour pour le grand public ou si ça reste pour les fabricants. Mes espoirs ne sont pas anéantis, mais ils ont été frappés en plein cœur. Vraiment. Allez, on passe aux cartes graphiques de bureau. Et bah là, rien de... J'allais dire rien de vous aussi, des trucs nouveaux, mais rien d'inattendu. Tout ce qu'on attendait en fait. Une 6500 XT côté AMD, gravée en 6 nanomètres, annoncé à 199 $, ça on a hâte de juger. Une carte qui devrait être taillée pour le 1080p et pas plus, hein, clairement. Juste côté mémoire, seulement 4 Go de mémoire dédiée. Je trouve ça un peu léger, mais après on est aussi à un tarif plutôt bas. Voir comment elle s'en sort avec seulement 4 Go. 4 Go c'est quand même pas beaucoup. Quand même pas beaucoup, donc à voir. Visiblement plus performante de 23 à 59% que la 1650. Ça, c'est les chiffres qui ont été donnés par AMD. Hein. Donc voilà, par contre, une consommation plutôt restreinte, logique. Donc on attend. Disponibilité le 19 janvier, donc dans 2 semaines. On verra si le 19 janvier, déjà, il y en a disponible. Déjà, ce sera le premier vrai point. Ensuite, 2 cas possibles. Soit il y en a disponible, et dans ces cas-là, on pourra voir le prix. Soit il n'y en aura pas de disponible et on pourra directement râler, on verra. Et c'est vrai qu'on avait parlé aussi de la 6400, mais ça, on n'aura pas le droit de mettre la main dessus. Ce sera réservé aux fabricants. Dommage. Ce qui est, je trouve ça très triste. Parce que ça, c'est un moyen d'avoir un vrai pied d'entrée dans le gaming à des tarifs très très abordables. Vous imaginez, on parle de 199 $ pour la 6500. Donc la 6400 pourrait être un tarif très intéressant. Mais voilà, on n'a pas le droit de mettre la main dessus. Bien dommage. Après la 6500 XT, on parle de la 3050 de Nvidia. Pareil, on l'attendait. Tarif annoncé plus élevé côté Nvidia. On est à 250 $. Encore une fois, je rappelle, j'y pense pas à chaque fois, mais quand on donne les prix en dollars, c'est parce que l'annonce a été faite aux États-Unis. Quand un prix est donné en dollars aux États-Unis, il est donné hors taxe. Contrairement à chez nous en France. Je pourrais pas parler pour tous les pays d'Europe, mais en France en général on donne le prix avec les taxes, et aux États-Unis non, parce que ça dépend des États, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc 249 $, c'est hors taxe. Donc si vous voulez le prix en France, en théorie vous avez juste à ajouter les taxes. En général on se fait un peu douiller et c'est plus cher, mais voilà, ce sera plus cher dans tous les cas. Sur la 3050 de Nvidia, on a du coup du 8 nanomètres, hein, ça ne change pas. On a 8 Go, on a 2 fois plus de mémoire dédiée que sur la carte AMD. Un tarif plus élevé, date de sortie un peu plus éloignée, on est au 27, donc on est une semaine plus tard que la carte AMD. Ce qu'on ne sait pas trop, mais je pense avoir la réponse, vu que je pense que la réponse ne me plaira pas. On nous a pas dit s'il allait avoir des Founders Edition, donc à mon avis pas de Founders Edition. Et vu que on a eu la présentation de beaucoup de modèles de chaque marque, je pense pas de Founders Edition. Des performances à la hausse par rapport aux versions précédentes. Donc on compare au 1650, 1050 Ti et 1050. Vous voyez, on est bien au-dessus. En même temps, voilà, on compare ce qui n'est pas vraiment comparable non plus, mais bon, c'est une autre histoire.
Euh, Parce que bon, on passe à 8 Go de mémoire, on passe sur de la RTX, tout ça, c'est un peu différent. Et bien sûr, du coup, RTX veut dire Ray Tracing, veut dire DLSS, veut dire IA, tous ces cœurs spécifiques sont présents dans cette carte et vous permettent de bénéficier des dernières technologies NVIDIA et tout l'environnement software associé. Et ça régale par contre, ça c'est vraiment une grosse régalade sur une carte entrée de gamme d'avoir accès à toute cette galaxie de services et logiciels qui permettent de faire plein de choses, que ce soit de la conception 3D ou autre. Il y a plein de trucs, ils ont montré des petits trucs, je comprenais pas tout, c'est pas trop mon domaine, mais genre sur la création 3D et tout, il y a vraiment apparemment des trucs de ouf que je ne comprends pas, mais vraiment des trucs de ouf. Elle me plaît beaucoup cette carte. Elle me plaît beaucoup, alors pas forcément pour moi, parce que c'est peut-être un peu léger pour moi. Parce que là, moi, je suis actuellement sur une 1660 Super. Euh, Probablement que cette... Je sais pas si cette carte est meilleure qu'une 1660 Super. C'est une vraie question que je me pose là. Je n'ai pas la réponse. Mais probablement que pour streamer, c'est un peu léger. Après, pour du gaming en 1080p, ça a l'air très bien taillé et de vraiment bien faire l'affaire. Comme d'hab, ces derniers temps sur les cartes graphiques, la seule vraie réponse sera au moment de la sortie, savoir s'il y a la disponibilité, si oui, à quel prix, sachant qu'il n'y a pas de Founders Edition, donc pas de prix bloqué, donc ça dépendra de la disponibilité. On verra si cette carte se vend vraiment aux alentours des 300 € ou si on la retrouve plus aux alentours des 400-500. On verra. J'espère pas trop. J'espère qu'il restera vraiment à des prix accessibles parce que sinon ce serait quand même vraiment triste. En tout cas, je la trouve très intéressante et c'est clairement une carte graphique que je recommanderais une fois que j'aurai vu les benchmarks et les retours des performances, mais probablement grandement. Vraiment. Ah oui, j'avais oublié ça. Il y a eu, comme pour les PC portables, il y a eu l'annonce, nouvelle 3050, pareil pour les 6500 XT, et du coup, à la suite, chaque marque a dit nous, on en fait, regardez nos modèles, juste mis le modèle MSI pour monter à peu près, mais c'est du visuel en termes de performance, elles seront toutes quasiment identiques. Chez MSI, on reprend les gammes classiques, Gaming X pour la version haut de gamme, Ventus 2X pour la version milieu de gamme, et Aero ITX pour la mini version avec un seul ventilateur. Voilà. Mais il y a chaque marque, votre marque préférée a fait la même annonce avec ses propres modèles. Juste, j'aurais passé 20 minutes à vous montrer uniquement des modèles de 3050 et de 6500 XT. Et j'aurais pu passer à peu près 3 heures à vous montrer des nouveaux PC portables. Donc j'ai choisi de ne pas le faire. C'est un choix personnel. Bien sûr, Nvidia, ils avaient un One More Thing, comme d'hab, hein. Petite 3090 Ti, comme s'il y avait besoin. Donc voilà, très peu d'informations sur cette carte, c'était juste en mode à la fin. Voilà, One More Thing, bim, ici, bim, 3090. Bon, j'en ai pas à vous montrer, je suis désolé. Ce serait dans mon PC si j'en avais une. Et voilà, des performances en hausse, un prix inconnu. Une consommation en hausse, hein, on passe à un TDP de 450 watts par rapport à 350 sur la 3090. Autant dire qu'il faudra une sacrée alimentation pour être sûr que vous n'aurez pas de problème. Et bon, vu qu'en général c'est dans des grosses configs, vraiment énorme alimentation. Il va falloir aller chercher le 1000 watts sera de rigueur et aller chercher un peu plus, ce sera pas superflu à mon avis. Pas de prix, pas de date pour cette 3090 Ti. Il y a eu des rumeurs comme quoi déjà elle arriverait en Founders Edition, ce que j'espère grandement, et ensuite que en Founders Edition elle serait au même prix que la 3090, ce qui était assez étonnant comme information. Rien qui contredise ou c'est quoi l'autre mot, soit ou affirme ses propos, donc on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, elle existe. C'est un monstre. Il n'y en aura pas, il y en aura sûrement pas énormément de produits, hein, faut pas se mentir. Ça reste quand même des. Déjà, les 3090, c'est des monstres, mais alors aller chercher plus que ça. Et honnêtement, au prix, on ne sait pas.
Sauf si elle est en Founders Edition et qu'elle sort au prix bloqué, par contre, elle sera probablement très intéressante, vu que on a vu les stocks et les prix. 3090, on les trouve autour de 3000 € actuellement. Donc si on annonce 1550, incroyable comme prix. Même 2000 serait incroyable comme prix. Hein. Par rapport à ce qui se vend actuellement, ce serait incroyable. Donc voilà, un monstre de puissance. À qui ça va servir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que même moi, si j'avais une 3090, et bah, ce serait de l'overkill. Parce que je pense que même pour streamer, c'est... Ou alors, il faut aller chercher une résolution supérieure ou ce genre de truc. Mais pour avoir des écrans Full HD et streamer, je pense que c'est trop. Je pense que c'est trop. Après, c'est stylé. Hein. Si vous l'avez, la config pour et tout, c'est stylé, mais faut en avoir l'utilité. Ou juste avoir l'argent et se faire un kiff. Ça peut se comprendre aussi. Bon, après avoir parlé de plein de trucs très sérieux, des processeurs, des cartes graphiques, on va rêver un peu avec des écrans qu'on aimerait tous avoir dans le futur, des écrans qui sont à l'heure actuelle encore très chers. On va commencer avec Acer, gamme Predator, 3 modèles, modèle 32 pouces qui se décline en 2 versions. Bim, très très beau. Je les trouve vraiment très beau. Euh, D'un point de vue design, moi j'aime beaucoup. Après, c'est les goûts, les couleurs, hein, vous me direz, mais moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. On est sur des, des écrans premium, hein, on va pas se mentir. On est sur de l'UHD. On est sur un haut taux de rafraîchissement ici, 160 et 165 Hz. Donc voilà. Du coup, je vous ai dit 2 modèles parce qu'il y en a un qui est Nvidia G-Sync Ultimate et l'autre qui est FreeSync Premium Pro. Donc voilà. Vous imaginez que le Nvidia est plus cher, toujours, parce que c'est une licence qu'on paye, euh, donc toujours plus cher. En 32 pouces, voilà, de l'UHD, 165 Hz en 32 pouces, un design soigné, du borderless sur 3 bords, le Predator qui régale. On est sur des tarifs de Predator. On a plein de ports, HDMI 2.1, DisplayPort, tout ce qu'il faut pour se régaler. On a même de l'USB type C. Voilà. Si 32 pour vous c'est trop petit, on a une petite version 48 pouces avec le CG48. Et là on passe sur bien plus grand. Ouais, là on est sur une télé. Hein. Sur une télé, il faut pas. Une télé tranquillement. Alors comme pour l'autre, vous avez auto de rafraîchissement un peu moins haut. Vous avez que 138 Hz. C'est très bizarre 138, mais passons. HDMI 2.1, toujours DisplayPort, l'USB, USB type C. Sur la version grande taille, on n'a que le FreeSync Premium Pro, on n'a pas le G-Sync, mais bon, c'est déjà très quali. Et bon, une belle dalle OLED pour avoir la meilleure image possible. Donc j'imagine que ça vous fait rêver comme moi. Attention, on va vous faire redescendre tout de suite les prix. Du coup, le Predator X32, donc ça c'est la version G-Sync à partir de 1900. La version FreeSync Premium Pro, toujours en 32 pouces à partir de 1600. Vraie grosse différence, hein. On a quand même 300 € d'écart pour avoir le G-Sync. Et si 32 c'est trop petit, bah, le 48 pouces à partir de 2200. Voilà. Voilà, voilà. Donc alors des prix très élevés bien sûr, mais bon, de l'OLED, tout ça, auto de rafraîchissement, la classique. Hein. Ça coûte une blinde. Vous devriez avoir l'habitude. Vous voulez un truc avec un peu plus de RGB? Je comprends. Du coup, on va chez Alienware. Alienware avec un petit écran QD OLED. Alors le QD OLED, c'est le Quantum Dot OLED, technologie Samsung qui a été présenté lors du CES. Samsung qui l'a présenté pour ses téléviseurs. Samsung qui avait un peu arrêté les téléviseurs OLED pour laisser LG faire à peu près tout. Ils ont décidé d'y retourner avec cette nouvelle technologie du Quantum Dot OLED et ils font profiter les bros de cette technologie avec Alienware qui sort du coup son propre écran. Je trouve qu'il a un petit look Samsung G9, je trouve un peu, mais tout en gardant la patte
et ce truc RGB des écrans Alienware, on a très très peu d'informations sur cet écran, à part qu'il est très beau. Ça, j'avoue qu'en termes de design, j'aime beaucoup. On a le Nvidia G-Sync Ultimate, pas étonnant de la part d'Alienware. On a un écran qui est incurvé, 1800 Hz de rayon de courbure, 175 Hz, natif, hein, pas d'overclock. Donc temps de réponse, machin. Mais c'est tout. Tout ce qu'on a comme information, ce qui est un peu étonnant. Moi, je m'attendais à voir, on a la taille, il fait 34 pouces, mais on n'a pas la définition, on n'a pas le format. J'arrive plus à voir les formats des écrans. Parce que pour moi, ça, c'est pas un 16 neuvième classique. Et en 34 pouces, un 16 neuvième classique, c'est bizarre. Mais, du coup quoi, 21 neuvième? Pas 32 neuvième là, 21? Je sais pas. En tout cas, très beau. Il sera probablement très cher comme souvent avec le matériel Alienware. Alienware, c'est un peu le Apple du gaming, hein. Vous aurez un matériel qui est très soigné en termes de design, normalement qui est robuste et fiable. Par contre, en termes de prix, bah, vous payez le design soigné, la robustesse, la fiabilité, le service après-vente, tout ça. Donc, c'est très bon matos, mais pas pour toutes les bourses. C'est ça qu'il faut se dire. Mais sinon, c'est très bon matos, Alienware. Très très bon matos. Après, on va voir le boss. Le boss. J'avoue que j'ai pas mis LG parce que j'ai pas fait les télés et que LG c'est plus les télés. Mais sinon, le boss du moniteur, Samsung. Samsung qui nous a fait rêver pendant des années avec son G9. Et aujourd'hui, ils vont toujours plus loin. Toujours plus loin que le G9, vous imaginez? Pas tout de suite. D'abord un petit Neo G8 entre le G7 et G9. On est sur du 4K, 240 Hz, 32 pouces, incurvé, rayon de courbure 1000 R. Ça régale. Ça ressemble beaucoup au G7 et au G9 avec une taille un peu différente. Sauf que on a G-Sync, AMD FreeSync, on a de l'OLED, si je me trompe pas. Attendez. Oui, si. Attendez, c'est où que c'est écrit? J'ai perdu. J'ai perdu. Mais c'est du 2000 nits, donc c'est forcément de l'OLED. Enfin bref, c'est pas écrit. Mais c'est forcément de l'OLED. Forcément de l'OLED. Et voilà, ça régale. C'est pour les gens qui n'ont pas la place d'avoir un G9, il existe le Neo G8, qui est tout aussi fou, mais en plus petit. Donc voilà. Sinon, on a les Smart Monitors. Ça, c'est des écrans que j'ai un peu plus de mal à comprendre. Imaginez un écran de PC mixé avec une Smart TV. Ça donne un Smart Monitor. Voilà. Vous avez un écran de PC et en plus les fonctionnalités d'une Smart TV, donc connexion Internet, petit système d'exploitation et possibilité de faire tourner des apps. Pourquoi pas? J'avoue que moi j'ai pas trop l'utilité, mais si certains l'ont, grand bien leur face d'avoir ce genre de matériel disponible pour eux. Et les High Resolution S8, ça j'avoue que je connais pas trop. Ça a l'air d'être du plus classique, plus classique, du standard quoi. C'est de l'UHD bien sûr, donc haute résolution, mais sinon on va pas chercher de fréquence de rafraîchissement, de format spécifique. Voilà, on est 27-32 pouces, UHD, moniteur standard. Standard UHD, donc plutôt cher, mais standard quoi. Bien sûr, une fois qu'on a vu ça, on se dit il est où l'écran qui est supérieur au G9? Parce que là, il est à la limite pareil, mais en plus petit, donc pas supérieur. Attendez, ça arrive, il est là. On a le Odyssey Arc. Le G9, il fait 49 pouces. Ici, on a 55. Bon, par contre, format plus standard, 16 neuvième. On oublie les trucs chelous du 32 neuvième du G9. 55 pouces, UHD, 16 neuvième. Et avec la technologie Quantum Dot OLED. Donc, voilà, ça régale. Est-ce qu'on en a besoin? Je ne sais pas. En vrai, ça me fait très rire parce que du coup, ils font vraiment la promo en parlant de la possibilité de le mettre en vertical pour les gens traders, codeurs. Voilà.
Parce qu'en même temps 16 neuvième 55 pouces incurvé, c'est pas adapté à tous les endroits et pas adapté à toutes les utilisations. Et en vrai, les écrans incurvés sont surtout adaptés à l'utilisation d'une personne, une seule, alors que c'est pour ça que c'est un peu problématique pour les télés, parce que du coup, il n'y a qu'une seule place pour la vision optimale, et les autres, eh ben, ils n'ont pas la vision optimale. Donc c'est vraiment des écrans qui sont faits pour être utilisés par une seule personne à la fois. Après, en format vertical, oui, ça doit être stylé, j'imagine, mais bon, on n'a pas le prix et on veut pas le savoir, mais ça fait cher l'écran vertical, quoi. Bien sûr, Samsung, ils nous régalent. Ils nous régalent et ils ont fait encore mieux. Encore mieux, encore plus loin. Bon, c'est pas mieux, c'est différent, mais je trouve ça personnellement plus stylé que cet écran incurvé bien trop grand. On va parler du Samsung The Freestyle, un pico-projecteur tout en un. Vraiment, vraiment très stylé. On a ici du coup un projecteur classique hein, qui régale en termes de caractéristiques. Bon, on est en Full HD, pas abusé non plus, hein, ça va vite chiffrer après les projecteurs. Par contre, on a 240 Hz, quand même, ça c'est plutôt stylé. Et on a le petit système comme sur une Smart TV, avec les connexions Wi-Fi et tout, qui vont bien, ce qui le rend vraiment intelligent. Et voilà, c'est pas très gros, c'est ça a l'air de plutôt bien se balader, ça se règle plutôt bien, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et, et c'est tout petit en fait. Voilà, c'est tout ça. Tout petit et ça vous fait un très grand écran avec toutes les petites technologies. En vrai, je trouve ça très très stylé. L'idée de mettre en plus un peu comme autant les smart monitors, je trouve ça personnellement un peu éclaté au sol, autant mettre le même principe dans un vidéoprojecteur, et bah je trouve ça très stylé. Voilà. Donc c'est le, le petit matériel qui fait rêver pour la fin. On n'a pas le prix et je préfère pas l'avoir parce que ça doit être très cher. Vous voyez ici vous avez d'autres vidéoprojecteurs. Alors bon, celui-là il est pas cher, il est à 550, mais après on est plutôt sur du 5000 et 4000 euros. Donc les... Oh, ils annoncent 999 euros. C'est une vraie info, ça? Pas sûr de cette info. À revérifier. À revérifier. Parce que 999 euros, c'est pas cher pour un vidéoprojecteur. Attention. À voir. À voir. Mais non, c'est pas cher. Honnêtement, c'est vraiment pas cher. C'est très stylé. Très très stylé. Et moi, j'attends le jour où notre téléphone fera ça. Moi, c'est ça mon rêve. T'arrives chez toi et bim, ton téléphone, il te projette l'écran en grand. Ça n'a plus besoin de télé. Incroyable. Un jour peut-être. Allez, on finit avec une petite blague. Sega, petit hommage à une campagne de pub de Sega. Hein. On le sait, Sega, c'est plus fort que toi. Après, ils ont le PC le plus rapide. Voilà. Voilà. Et oui. Vous voyez, vous pouvez pas vous payer une carte graphique et vous êtes en train de pleurer tous les jours devant les pages d'achat des cartes graphiques. Et bah eux, ils mettent une 6900 XT sur une voiture télécommandée. Et, et la voiture elle fonce. Hein. Voilà. C'est trace. Ils ont bien le PC le plus rapide au monde. Je trouve cette blague éclatée. Donc je me devais de la partager. C'est vraiment une mauvaise blague. Donc ça fonctionne très bien. Plus elle est mauvaise, mieux elle fonctionne. Mais n'empêche, voilà, ils ont une 6900 XT. Hein. Ils ont mis une carte qui vaut je sais pas combien de fois le prix de la voiture télécommandée. Ils ont mis un vrai build. Hein. Un i9 12900K et une 6900 XT. Hein. 32 Go de RAM et 2 Tera de SSD. Donc voilà. Ils ont mis une meilleure config que la plupart des gens sur une voiture télécommandée. Pour faire la blague qu'ils ont le PC le plus rapide au monde. Et ouais. Ils auraient pu mettre
un truc qui datait d'il y a 20 ans, hein. Mais ils ont mis une config, une monstrueuse dernière génération. Ça me fait trop marrer. Ça me fait trop marrer. C'est c'est du grand n'importe quoi. Ils ont bien de la chance de pouvoir faire ça. Et voilà, ça annonce la fin de ce premier point actu hardware de l'année. J'espère que vous avez apprécié. Retour des points actu hardware. Pas grand monde aujourd'hui, mais pas beaucoup d'interactions dans le chat. J'espère que des gens auront vu ces images ou les verront sur YouTube. En tout cas, si vous tombez dessus et que vous en regardez une partie, n'hésitez pas à faire des retours constructifs, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être changé. S'il y a des trucs sur lesquels je suis pas clair, ce genre de trucs, n'hésitez pas, tant que ça reste constructif et bienveillant, j'accepte avec grand plaisir. Si ça ne l'est pas, vous serez banni, parce que j'ai tous les droits. Donc voilà. Et j'avoue que je m'étais engagé à faire celui-là, et j'y tenais parce qu'il y avait le CES et tout, et je savais qu'il allait avoir pas mal d'annonces. Je sais pas trop comment, si je vais continuer point actu hardware une fois par semaine, si on va changer de format, si on va arrêter. Euh, donc c'est en pleine réflexion actuellement. Si vous avez un avis pareil, hein, si c'est constructif, n'hésitez pas. Si ça ne l'est pas, abstenez-vous. Euh, et je vous tiendrai au courant. Bon, je pense que je ferai celui de la semaine prochaine, je pense. Mais on verra. On verra comment ça se passera au fil du temps. Si je maintiens le point actu hardware de cette manière, si on change le format, le nombre de fois par semaine, qu'on passe à une fois par mois, je ne sais pas encore. On verra tout ça dans la suite de l'année. En tout cas, c'est un plaisir, ça a été un plaisir de reprendre les points actu hardware avec vous. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouvera du coup la semaine prochaine. Je vous le garantis, normalement jeudi. On va dire que je vous le garantis, celui-là après on verra.